Apple se permet de convoquer Dame Nature à sa keynote. Apple vend des Apple Watch neutres en carbone et promet que tous ses produits le seront en 2030. Apple vient de mettre à jour son rapport d'impact environnemental avec plein de nouveaux engagements. Il est temps qu'on se pose la question, est-ce que tout ça c'est vrai ou c'est juste du greenwashing, de l'éco-blanchiment? On a décidé d'éplucher la pomme verte pour voir si c'était pas un peu pourri à l'intérieur. Autant vous le dire tout de suite, on pensait que cette vidéo allait être super simple à faire. Fabriquer, utiliser des produits tech, c'est ultra polluant. Sortir des nouveaux smartphones tous les ans, c'est ultra polluant. Les terres rares, les déchets tech, c'est ultra polluant. Donc c'était un peu une évidence. Apple est super polluant et tout leur discours écologique, c'est du bullshit, du greenwashing. Pif paf, abonnez-vous, mettez la cloche et tout ça. Eh bien, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je peux même vous dire que ça a été une des vidéos les plus compliquées à écrire pour la chaîne. On a passé des heures à lire des articles et des rapports. On a épluché plein d'informations qui sont souvent contradictoires. Le plus dur étant souvent de trier entre les faits et les opinions en matière d'écologie. Et notre toute petite équipe de rédaction, Karina, Rose et Yanis, que je remercie au passage, on n'a pas arrêté de s'engueuler. En fait, on s'est aperçu d'une chose, l'écologie, c'est monstrueusement compliqué, même les écologistes s'y perdent. Et surtout, on a vu la limite de nos compétences et de nos connaissances. Mais plutôt que de faire appel à des experts, on a voulu jouer le jeu à fond. On a essayé surtout de se mettre à votre place. Le rapport de 114 pages d'Apple sur son impact environnemental est-il compréhensible? Est-ce que ce document est crédible ou est-ce que c'est une simple feuille verte que Apple jette pudiquement sur sa pollution industrielle? Alors le greenwashing, l'éco-blanchiment, c'est quoi exactement? Une définition simple, c'est utiliser en marketing l'écologie comme un argument de vente. Mais le problème, c'est que cette définition, elle est un petit peu simple. Parce que à partir de là, on pourrait dire que n'importe quelle entreprise, à partir du moment où elle a un discours écologique, elle fait du greenwashing. C'est pas complètement faux, mais c'est quand même trop radical. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des degrés de gravité de greenwashing. Certains discours sont des mensonges purs et durs, avec vraiment l'intention de tromper le consommateur. Mais le plus souvent, on se retrouve dans une zone un petit peu trouble, où il y a un mélange de communication entre des vraies actions écologiques, mais quand même une forte tentation à minimiser les impacts négatifs. En fait, vous allez vite le comprendre dans cette vidéo, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. L'écologie et l'industrie tech, c'est plutôt 50 nuances de vert, 50 nuances de green, et c'est pas sexy, hein. Mais avant tout ça, il faut qu'on vous parle de notre sponsor. Infomaniac, vous les connaissez, c'est un hébergeur web, c'est le cloud éthique, mais surtout, nous, il faut qu'on les remercie. On sait que ce type de vidéo est moins populaire, il va y avoir moins de clics, c'est des sujets compliqués, mais c'est des sujets qui sont importants pour nous, comme pour eux. Car on pense vraiment qu'au niveau écologique, Infomaniac prend ses responsabilités. Et surtout, ce qu'on aime dans leur manière de communiquer sur le sujet, c'est qu'ils ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont pas parfaits. Si vous cherchez Infomaniac et écologie, vous allez arriver sur cette page. Nous polluons. Nous, on aime beaucoup cette franchise parce qu'à partir de là, on peut avoir une vraie discussion. Et justement, on vous invite à lire l'entièreté de cette page. Infomaniac aborde avec franchise des sujets délicats parce que pour eux, ça pourrait être facile de juste dire que leur data center utilise 100% d'énergie renouvelable. Mais par exemple, Infomaniac aborde les problèmes de la pollution lors de la construction d'un data center. Infomaniac ne nous prend pas pour des imbéciles et il ne se réfugie pas derrière des arbres plantés. La preuve, il n'hésite pas à admettre qu'ils font partie des 500 plus gros consommateurs d'énergie du canton de Genève. Et justement, ils vont vous expliquer les mesures qu'ils ont prises pour améliorer les choses. Par exemple, le fait qu'il n'y ait plus de climatisation dans leur data center depuis 2013, mais aussi leur politique de revalorisation de la chaleur émise pour chauffer justement des logements. Et cela sans avoir d'impact sur le paysage puisque tout se passe dans un écoquartier. Donc nous, on vous invite à lire cette page et ensuite, bien évidemment, à découvrir tous les services Infomaniac, que ça soit les outils collaboratifs, l'hébergement, le streaming, etc. Le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo et nous on remercie encore une fois Infomaniac de nous aider à produire ce type de contenu. Dans une de ses dernières keynotes, Apple a annoncé très fièrement que certains de ses produits étaient maintenant neutral carbone. D'où vient ce label? Est-ce que Apple a le droit de l'utiliser? Pour commencer, il faut qu'on soit très clair. Une production industrielle neutre en carbone, ça n'existe pas, c'est pas possible. À partir du moment où on produit un objet ou un service, on pollue. Ça a forcément un impact carbone. Quand une entreprise vous dit qu'elle fait quelque chose neutre en carbone, c'est une pirouette sémantique, c'est une pirouette marketing. Il y a toujours une proportion de la production qui est cachée derrière le terme
compensation. On l'expliquera plus tard, mais qui dit compensation dit qu'il y a de la pollution. Et ça fait qu'il y a une très grosse ambiguïté autour du terme neutre. Pour vous l'expliquer, je vais faire une analogie. Si moi je vous dis que je suis neutral connard, vous pensez que je suis plutôt un mec bien. Après, vous creusez un peu et vous apercevez que quelquefois, je fais vraiment des trucs de connard. Mais c'est pas grave, je compense en faisant des trucs ultra gentils à côté. Genre, je fais traverser la rue à des vieilles mamies. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis neutral connard? Et c'est ça tout le problème avec l'utilisation de neutral carbone. Ça n'est jamais 100% neutre, c'est faux de dire ça. En fait, quand Apple dit que l'Apple Watch est neutral carbone, certains vont peut-être comprendre que ça a zéro impact sur l'environnement. Et ça, c'est trompeur pour le consommateur. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les législations européennes cherchent à faire interdire ce terme neutral carbone d'ici 2026. Et l'autre problème de ce green labeling qu'est le neutral carbone, c'est qu'en fait, l'entreprise décide elle-même de se l'attribuer. Il n'existe pas aujourd'hui un organisme indépendant au niveau mondial qui dirait toi t'as le droit de mettre le label, toi t'as pas le droit. En fait, dans l'absolu, rien n'empêche une entreprise de dire voilà, moi je fais un produit neutral carbone, ça sera 100% pollution, mais je vais planter 100% d'arbres pour compenser tout ça. Donc là, on pourrait dire Apple nous ment. Vu que le neutral carbone, ça n'existe pas, eh bien vous vous doutez que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, si on lit le rapport d'Apple, on s'aperçoit que les procédés de fabrication ont vachement évolué et que l'Apple Watch, elle est pas mal neutre. Apple est très convaincant sur les 100% d'électricité neutre nécessaire à la fabrication, les 30% de matériaux recyclés, la diminution de 50% des transports aériens. Apple fait même quelque chose que j'avais jamais entendu dans la tech, ils prennent en considération l'utilisation même de l'Apple Watch, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez la recharger. Et en fait, on arrive à un chiffre vraiment pas mal. La montre serait neutre en carbone à 75%. Mais là, on se dit justement qu'on aurait préféré que Apple nous dise ça, non pas neutral carbone, mais 75% neutral carbone, parce que ça, c'est vrai. Mais après, il reste quand même 25% de pollution qui sera certes compensée, mais ça reste de la pollution. C'est ça la grosse tâche, en fait, sur leur neutral carbone. Est-ce que Apple sera capable de réduire encore ce 25% de pollution? Eh ben, vous allez le voir, c'est pas simple. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'usine Apple. Il n'y a pas de mine Apple. Il n'y a pas des avions de transport dans le monde avec le logo Apple sur la queue. On peut même aller plus loin. Certes, c'est Apple qui conçoit l'Apple Watch, mais c'est pas vraiment Apple qui fabrique l'Apple Watch. C'est pas Apple qui fabrique votre Mac. C'est pas Apple qui fabrique votre iPhone. Et c'est certainement pas Apple qui fabrique votre Android. Et votre slip. Et votre slip non plus. Apple est une entreprise comme les autres, une entreprise qui a des fournisseurs. Et les fournisseurs, ils ont aussi des fournisseurs. Et les fournisseurs des fournisseurs, ils ont aussi des fournisseurs. Et les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs, ils ont aussi des fournisseurs. Vous voyez où je veux en venir? En fait, là, on vient de mettre le doigt sur la chose qui est le plus compliquée dans l'écologie appliquée à l'industrie, c'est que tout le monde dépend de tout le monde dans un grand maillage mondial. Et plus un produit est complexe, comme un produit tech, plus il y a d'intermédiaires. Regardez cette carte du monde, c'est les principaux fournisseurs d'Apple. Est-ce que vous commencez à voir le problème? Comment on calcule la pollution de tous les intermédiaires d'une chaîne de production? En fait, il y a une méthodologie qui existe, ça s'appelle le GHG Protocol. Et comme ça, on catégorise les émissions des entreprises en 3 scopes. Le scope 1 et 2, c'est simple. C'est tous les endroits où, globalement, il y a le logo Apple. Ça va aller du fonctionnement des bureaux dans le scope 1, le chauffage, la machine à café, café bio bien sûr, mais ça va être aussi l'énergie consommée par les Apple Store. Ça va être aussi par exemple les serveurs qui permettent d'offrir le service iCloud. Donc globalement, toute l'énergie nécessaire à faire fonctionner l'entreprise. Mais après, il y a le scope 3. Et le scope 3, c'est toutes les émissions indirectes en amont et en aval de la production de l'entreprise. Ça va être les fournisseurs, les transports, les matières premières, les pièces détachées, l'assemblage, la production. Mais ça s'arrête pas là, parce que le scope 3, c'est aussi l'impact environnemental de l'utilisation des produits ou des services d'une entreprise. Si par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un iPad ou un iPhone, vous faites partie du scope 3 d'Apple. Ça vous fait une belle jambe. Et ce scope 3, il est gigantesque et on peut le pousser très très loin. La plupart des entreprises, le scope 3 représente entre 90 et 95% de leur impact écologique. Mais chez Apple, c'est encore plus important. C'est 99% de leur impact écologique, le scope 3. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand Tim Cook dit « En 2020, nous avons atteint la neutralité
neutralité carbone en ce qui concerne l'activité de l'entreprise, en fait, il est peut-être juste en train de parler des panneaux solaires sur le toit des bureaux. Il parle du scope 1 et 2 d'Apple. Et tout le problème de ce fameux scope 3, c'est qu'il est très dur à calculer. C'est donc tous vos fournisseurs, plus tous vos clients et la pollution qu'ils engendrent. Alors, pour les consommateurs, le calcul est faisable. On sait à peu près combien consomme une Apple Watch sur un cycle de vie. Mais par contre, au niveau des intermédiaires et des fournisseurs, ça devient tordu. Parce que si Apple veut bien calculer son scope 3, il doit avoir du data fiable venant de ses fournisseurs. Et ça veut dire aussi que les fournisseurs doivent avoir du data fiable de leurs fournisseurs à eux. En fait, tout ce beau monde doit se fier aux informations qui remontent toute la chaîne de production. Et on sait que souvent, le calcul du scope 3 d'un fournisseur se base uniquement sur le scope 1 et 2 de ce fournisseur. En gros, beaucoup d'informations sur la pollution se perdent, comme de par hasard. Je vais vous donner un exemple concret. On sait que Apple achète une partie des écrans de l'iPhone à Samsung Display, qui est une filiale de Samsung. Donc Apple, quand il calcule son scope 3, il doit tenir compte des émissions de Samsung Display. Mais Samsung Display, ils ont aussi des fournisseurs. Par exemple, Samsung Display, ils ont besoin de terres rares pour fabriquer les écrans. Donc, eux aussi, dans leur scope 3, ils doivent rentrer les émissions, par exemple, du distributeur de cobalt. Et lui aussi, il a des fournisseurs. Il doit rentrer le scope 3 de la mine de cobalt au fin fond de je sais pas où. Et c'est là que vous comprenez que ce n'est pas qu'un problème de calcul et de data, c'est un problème finalement de contrôle. Tim Cook, c'est pas le patron de Samsung Display. Alors, Tim Cook peut faire pression sur ses fournisseurs, les inciter à utiliser des codes de conduite et des bonnes pratiques environnementales. Mais en vrai, il peut pas faire plus que ça. Une entreprise a un contrôle extrêmement limité sur les politiques industrielles de ses sous-traitants. En fait, c'est le fond du problème de l'émission carbone. Toute la responsabilité est diluée dans un grand maillage d'entreprises. Tout est croisé entre les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Et on comprend que finalement, un bilan carbone ne peut pas se limiter à une seule entreprise. Un bilan carbone doit être calculé sur l'ensemble d'une chaîne et sur la fiabilité des informations transmises par cette chaîne. Et dans cette histoire, quand on regarde le rapport d'Apple, on comprend que Apple fait le mieux possible. Le problème, c'est qu'il a tendance à le présenter de la manière la plus positive possible. Il nous explique pas vraiment ce que je viens de vous dire. Ils n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils ont très peu de contrôle sur leur chaîne. Et c'est là qu'on voit qu'Apple aura beaucoup de mal à réduire ses 25% de pollution. Ils n'ont pas le contrôle direct dessus. Mais du coup, quand ils disent neutral carbone, il faut les faire disparaître, ces 25% de pollution. Comment ils font? Eh bien, vous allez voir le grand tour de passe-passe écologique de l'industrie, la compensation. Alors, comment Apple fait de la compensation? Non, ils font pas comme dans la série d'Argent et de Sang à se tirer dessus en achetant des quotas carbone. Apple a tout un programme qui s'appelle le Restore Fund. Et à leur crédit, c'est beaucoup plus évolué qu'un vulgaire une Apple Watch achetée, un arbre planté. En fait, c'est tout un système financier qui va financer des projets de compensation carbone à des niveaux industriels. Et tous ces projets sont certifiés par des organismes indépendants qui n'appartiennent pas à Apple. D'ailleurs, ce fonds d'investissement n'appartient pas à Apple. C'est le principal contributeur, mais il y a plein d'autres sociétés qui mettent de l'argent dans ce fonds. Et d'ailleurs, Apple le détaille vraiment très bien dans son rapport. Mais nous, on va garder notre esprit critique et en fait, il y a deux problèmes quand même avec ce Restore Fund. Premièrement, les organismes qui certifient les projets, certains sont contestés. Par exemple, The Guardian a fait une enquête et eux, ils estiment que 90% des projets de Vera, qui est un géant de la compensation carbone, n'ont pas vraiment permis de réduire les gaz à effet de serre. Donc l'intérêt serait relativement limité. On le sait maintenant, des scientifiques travaillent là-dessus, que parfois faire des plantations, ça peut bouleverser aussi d'autres écosystèmes. C'est pas toujours la bonne chose à faire. En fait, le fonctionnement de notre planète, c'est pas une science exacte. C'est beaucoup plus facile de détruire des écosystèmes que de les reconstruire. L'autre problème qu'on pourrait voir, c'est que ce Restore Fund est un système financier. Ça veut dire que ce système doit être rentable et profitable. Dans l'absolu, c'est pas une mauvaise idée parce que ça lui permet d'être beaucoup plus résistant qu'un système qui serait à fond perdu où on perd de l'argent. Ça permet d'avoir des projets plus concrets dans lesquels les gens investissent. Mais du coup, ça flirte un peu dangereusement avec la notion de croissance verte. On sait aujourd'hui que cette notion de croissance verte, ça tient pas vraiment debout. C'est un peu le joker écolo des économies de marché, pour pas dire le capitalisme, et même sans s'enfoncer dans une critique politique ou économique parce que c'est pas notre job. En fait, qui dit croissance
dit augmentation de la production. Et le problème, c'est qu'on habite sur une planète qui est une ressource finie. Elle se régénère, mais c'est pas inépuisable. Or, si on augmente de plus en plus la production, on rentre en surproduction, ça peut pas marcher. Je vais vous faire une analogie. Si j'étais un connard. Reprenons l'exemple de l'Apple Watch. L'Apple Watch pollue à 25% qu'il faut compenser, mais si Apple se met à vendre de plus en plus d'Apple Watch et continue à en produire, au bout d'un moment, il pourra même plus compenser cette pollution. On va pas planter des arbres sur des arbres. Ce qu'on a un peu vu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vous comprenez que c'est difficile finalement d'avoir une opinion très tranchée sur la question Apple fait-il du greenwashing? Apple est-il écolo? Dans le rapport environnemental, il y a du bon, il y a du moins bon, toutes les initiatives sont pas négatives, tout n'est pas bullshit. Apple a quand même une fâcheuse tendance à tout présenter à son avantage un peu sauveur de la planète, mais on peut quand même pas nier aussi qu'ils font des réels efforts concrets. Mais en fait, il reste une question. Est-ce que Apple, c'est les pires? Comment ils se situent dans le reste de l'industrie tech? Apple, en amenant Dame Nature à sa keynote, a pris quand même un sacré engagement. Les journalistes, les youtubeurs vont pas les rater s'il y a le moindre dérapage écologique. Un bad buzz sur Apple, sur l'écologie, ça ferait tellement de clics, ça ferait tellement de fric que personne va les rater. Donc faut être quand même sacrément sûr de soi pour avoir ce type de communication. Alors on a déjà débunké Neutral Carbone. Pour nous en tout cas, le Neutral Carbone, ça n'existe pas. Mais Apple, c'est pas le seul à utiliser ce terme. Et plein de géants de la tech, Google, Samsung, s'engage plus ou moins pour 2030 à être neutral carbone. Et d'après ce qu'on a lu, c'est pas aussi détaillé que ce qu'a fait Apple. Et puis il y a d'autres constructeurs, eux, ils en parlent pas du tout. Donc Apple a quand même le mérite de communiquer là-dessus. On reproche aussi très souvent à Apple de surproduire en sortant un iPhone tous les ans. Mais en vrai, la concurrence fait la même chose, voire pire. Certains constructeurs, c'est tous les 3 mois qu'ils sortent un smartphone. Mais surtout, on s'aperçoit que Apple est quand même un peu plus en avance que les autres sur certains sujets. Et on le sait parce que ça date pas d'hier que le marché a tendance à suivre Apple sur ce genre de sujet. Si Apple se positionne aussi fort sur ces sujets écologiques, c'est bien évidemment parce qu'il y a une adéquation avec son cœur de cible. Le cœur de cible d'Apple a une sensibilité écologique. De là à dire qu'il y a que des bobos qui achètent Apple, je me permettrai pas de dire ça. Mais on sent quand même que toute l'industrie a dû bouger sur cette ligne-là. On commence à voir des grandes marques comme Google, Samsung qui s'engagent sur des 7 ans de réparation sur leur haut de gamme. On voit aussi des marques émerger comme Fairphone qui essayent d'avoir des principes de plus en plus fermes. Et on sent même que Apple est en train d'avancer sur le fond du problème, la surproduction. Récemment, un journaliste a posé la question à Tim Cook, pourquoi Apple fabrique des iPhones tous les ans? Alors bien sûr, Tim Cook n'a pas répondu, ouais, on va faire des iPhones que tous les 3 ans. Mais on sent quand même dans sa réponse que chez Apple, ils ont pris en considération que les gens veulent moins souvent changer d'iPhone. Et du coup, Apple met pas mal de ressources pour le reconditionnement des iPhones et pour le recyclage. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On est très loin d'un Fairphone Apple. C'est pas livré avec un tournevis et une batterie interchangeable. Mais si on regarde le chiffre d'affaires d'Apple, leur stratégie d'être moins dépendante de la vente d'hardware et notamment de la vente d'iPhone commence à porter. Ils vendent de plus en plus de services. Les géants de la tech comprennent bien, parce que c'est de la logique pure, que si on pousse trop loin la surproduction, il restera plus rien. Nous, ce qu'on reprocherait le plus finalement à Apple dans ce discours greenwashing, c'est finalement d'être assez orgueilleux. Ils admettent pas les limites de leur responsabilité, ils admettent pas les limites de leur pouvoir. Ils s'érigent un peu comme chevalier vert, suivez-moi. On aimerait un petit peu plus d'humilité écologique. Est-ce qu'ils mentent sur leur engagement écologique? C'est compliqué. Est-ce qu'ils peuvent mieux faire? Oui, toujours. Mais est-ce que Apple est le seul responsable de ce problème dans l'industrie tech? Vraiment non. De toute façon, d'une manière générale, on peut pas vraiment faire confiance aux entreprises pour être les seuls acteurs de la réduction des émissions. Les entreprises ont trop la tête baissée dans leurs profits et dans leurs économies et la concurrence pour adopter des règles vraiment vertueuses. C'est les États qui peuvent donner les règles du jeu et les bonnes pratiques et surtout obliger les entreprises à le faire.
faire. On l'a vu récemment avec l'USB-C. Même si oui, il y a des polémiques aussi sur l'USB-C. Cette vidéo était compliquée à faire, mais super intéressante. On s'est aperçu qu'on a à peine effleuré le sujet. Il est possible qu'on ait fait des grosses erreurs. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, tout en restant courtois. On sait que ce genre de sujet, on s'enflamme vite. Nous-mêmes, en tant que chaîne tech, on embrasse la contradiction qui est de parler d'écologie et de technologie. Bien évidemment, on vous présente des nouveaux produits tout le temps, tous les ans, mais comptez sur nous aussi pour vous donner les clés pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Notre fameux discours Take Your Time, utilisez la tech que vous avez le plus longtemps possible. Et puis surtout, on essaye de vous aider à décrypter les sirènes du marketing qui font parfois qu'on confond nos besoins avec nos envies. Et s'il y a une chose qu'on a retenue à la lecture de tous ces documents, c'est qu'on s'est aperçu d'une chose primordiale. La tech pollue énormément, mais 90% de cette pollution vient au moment de la fabrication d'un objet tech et pas son utilisation. On espère que ça vous a intéressé autant que nous. On vous invite en tout cas à regarder une autre vidéo qu'on a fait aussi avec Infomaniac, où on se demande pourquoi Internet est surtout américain. On se pose toute la problématique de la souveraineté numérique et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.